Différentes raisons hein, peuvent nous motiver à ne pas vouloir investir même nous-mêmes notre propre argent. Mais toutefois, qu'on veut placer notre argent, on a besoin d'avoir des rendements intéressants aussi, investir sur les actions de la BRVM. Donc, pour ce faire, on va être amené à utiliser ces véhicules d'investissement-là. Là, les fonds communs de placement qu'on va appeler FCP vont nous aider, vont être d'une utilité importante. Donc, qu'est-ce que nous allons voir pour ce module? Nous allons dans un premier temps procéder à de petites définitions. Ensuite, nous allons voir comment fonctionnent les fonds communs de placement, puis comment est-ce qu'on va les analyser. Et enfin, si vous voulez investir sur les FCP, comment vous allez procéder? Allez, bon, on utilise le mot investissement, mais en vrai, on va dire placement. Définition, donc, c'est quoi un fonds commun de placement? Donc, c'est un produit d'épargne collectif et qui va permettre à plusieurs investisseurs de pouvoir mettre leur argent ensemble et de l'investir en confiant cet argent à des gestionnaires professionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un grand panier comme ça d'investissement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des investisseurs 1, on va appeler l'investisseur 1, vous avez l'investisseur 2, vous avez l'investisseur 3. Donc, de leur côté, on va dire par exemple l'investisseur 1, il a 150 000 francs. L'investisseur 2 a peut-être 1 million. L'investisseur 3, bon allez, on va dire 1 million 10 puissance 3. Hein. Voilà. L'investisseur 3 a peut-être 500 000. Voilà. Donc, vous voyez que à lui seul, si l'investisseur 3, par exemple, veut aller investir 150 000, bon, en termes de règles de money management et de diversification, si par exemple il veut investir, il ne peut pas acheter plusieurs actions de certaines entreprises. Je prends par exemple le cas de, allez, on va dire quoi, BCC par exemple. Je crois que l'action est plus de 10 000 francs par exemple. Donc, si l'action est plus de 10 000, vous voyez que s'il a trop, peut-être il sera amené à acheter peut-être seulement 15 actions ou moins que ça peut-être. Donc, une fois qu'il a acheté peut-être 10 actions là, son argent est déjà fini, il ne peut plus procéder à une diversification. Donc, ce qui fait que il est amené peut-être à prendre beaucoup plus de risques en allant investir lui-même et en mettant son argent peut-être sur, s'il a trop fait, peut-être il pourra investir seulement sur deux actions vu qu'il n'a pas un capital assez élevé. Donc, le principe des fonds communs de placement, c'est de dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, bon, vous, messieurs les investisseurs, comme vous n'avez pas assez d'argent, mettez notre argent ensemble pour qu'ensemble, on puisse constituer quelque chose d'assez solide. Donc, si lui, il apporte ses 500 000, que lui, il apporte ses 1 million, on est déjà à 1,5 million. S'il apporte ses 500 000, on est 1 650 000. Voilà. Donc, les 1 650 000, ça fait quelque chose d'assez conséquent. Ça dit que lui, qui auparavant ne pouvait pas acheter 20 actions, 20 actions BCC, il peut à la fois avoir des actions BCC, il peut, en plus d'avoir des actions BCC, avoir des actions d'Orange, il peut avoir des actions de Sonatel. Donc, au départ, il ne pouvait pas acheter plus de 3 actions. Mais en mettant son argent dans un fonds commun de placement, il est capable maintenant de posséder plusieurs actions à la fois, même si ces actions sont fractionnées. Parce qu'à la BR, vous ne pouvez pas acheter 0,5 actions, par exemple. Mais s'il met en commun avec d'autres personnes et que son argent devient beaucoup, et que maintenant, le professionnel qui est là va investir cet argent, OK? Donc, le professionnel va aller investir. Quand le professionnel va l'investir, que le professionnel va acheter plusieurs actions, il a une partie dans chacune des actions qui ont été achetées. Donc, il a la possibilité de diversifier, même si son capital n'est pas assez élevé. Donc, voici le principe de ce qu'on va appeler les OPCVM. Voilà. Donc, les OPCVM, c'est quoi? Un OPCVM, ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc, l'OPCVM, en fait, dit, mettons notre argent ensemble. Comme ça, nous allons pouvoir investir dans plusieurs classes d'actifs et nous allons pouvoir sécuriser nos investissements. Nous allons pouvoir réaliser des plus-values ensemble qui sont intéressants. Nous allons pouvoir payer un professionnel qui va travailler pour nous, vu que si on met ensemble, ça devient beaucoup. Et on va pouvoir profiter de ces bénéfices-là. Parce que moi, à moi seul, si je veux faire de la gestion sous mandat, vous allez voir que la plupart des SGI qui font de la gestion sous mandat vont mettre leur capital minimum de gestion sous mandat très, très haut. Peut-être 5 millions, 10 millions, quelque chose comme ça. Parce que si le capital est aussi élevé que le gestionnaire peut prendre un pourcentage pour se rémunérer. Donc, si ton capital n'est pas assez élevé, le gestionnaire ne peut pas générer quelque chose d'assez intéressant pour se payer lui-même et te rémunérer ensuite. Donc, ce fait-là fait que la gestion sous mandat n'est pas accessible à tout le monde. Mais par le biais des FCP,
si on est plusieurs, qu'on met notre argent ensemble, on est à même de payer le gestionnaire, le professionnel qui nous accompagne, et on est capable de diversifier, de sécuriser. Donc, voici l'avantage principal de ce qu'on va appeler les OPCVM. Alors, les OPCVM vont se diviser en deux catégories principales. On va dire deux principaux véhicules d'investissement. Il y aura ce qu'on va appeler les SICAV et il y a ce qu'on va appeler les fonds communs de placement. Alors, les SICAV, c'est quoi? SICAV, c'est un sigle qui va signifier Société d'investissement à capital variable et fonds communs de placement. Donc, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, ça va être seulement ce qu'on va appeler la personnalité morale. OK? Donc, ici, au niveau du SICAV, c'est une entreprise. Donc, on va dire de la SICAV hein, parce que c'est société. Donc, ici, c'est une entreprise. Alors que le FCP, ce n'est pas une entreprise, c'est simplement un fonds. Donc, c'est la différence principale. Donc, quand vous investissez dans une SICAV, vous êtes associé avec les personnes qui investissent. OK? Alors que quand vous investissez dans un fonds commun de placement, vous n'êtes pas nécessairement associé, vous détenez seulement une partie du fonds. Donc, vous n'avez pas de droit de vote, vous n'avez pas, voilà, vous n'êtes pas associé en fait. Mais on prend votre argent pour investir, vous avez le droit à des parts. On vous reconnaît des parts, mais vous ne participez pas en tant qu'associé, alors que dans une SICAV, vous participez en tant qu'associé. Maintenant, les deux sont gérés par une société qu'on va appeler SGO. Une SGO, c'est quoi? Le sigle va signifier Société de gestion d'OPCVM. Comme on vient de voir, les OPCVM qui sont constitués de SICAV et du FCP. Donc, Société de gestion d'OPCVM. Donc, ces sociétés de gestion d'OPCVM, quelles sont ces sociétés? Ce sont les banques. Donc, à côté des SGI, on va avoir les SGO. Donc, normalement, une banque normalement constituée à sa filiale bon, on va dire un groupe bancaire normal à sa filiale commerciale, à sa filiale SGI et peut avoir aussi sa filiale SGO. Donc, la société de gestion d'OPCVM est une société habilitée à gérer des fonds communs de placement et des fonds des SICAV. Donc, quand je dis ça, comprenez que si ça, c'est une société, ça veut dire que cette société-là va rechercher pour gérer son fonds une SGO. Alors que le FCP, il peut être directement créé par la SGO et puis vendu maintenant sur le marché pour que des investisseurs viennent acheter et donner leur argent pour que lui, la SGO, puisse l'investir. Alors, maintenant, à côté des FCP, il y a une notion assez similaire qu'on va appeler les ETF. Donc, en général, quand vous êtes dans l'univers un peu de l'investissement boursier, ça ne manque pas. Un ETF, ça va souvent revenir. Normalement, ça veut dire Exchange Trade Funds. Ça veut dire tout simplement des fonds tradés en bourse. Donc, normalement, FCP et ETF, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est la cotation. OK? Donc, ici, ça va être la cotation. Donc, le fonds commun de placement, il n'est pas coté en bourse. L'ETF est coté en bourse comme si c'était une action. Donc, le fonds commun de placement pour investir dessus, vous êtes obligé d'aller contacter la SGO pour lui dire, j'ai vu que vous avez émis, bon, enfin, je caricature, on ne va pas exactement formuler pareil, mais pour lui dire, j'ai vu ton FCP là, ça m'intéresse, je vais investir là-dedans. Donc, il va vous montrer la procédure à suivre. Alors que l'ETF, vous pouvez simplement aller sur votre plateforme en ligne comme si vous étiez en train d'acheter une action et puis vous allez pouvoir acheter l'ETF. Maintenant, la caractéristique principale des ETF, c'est Coach, que, oui, il y a une question. allez-y. Vous dites que les FCP, là, il n'y a pas de, il y a pas de cotation. Mais de ça, comment on gagne les bénéfices? Comment? Si on les place pas en D'accord. bourse. D'accord. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas créer un fonds commun de placement. Vous n'êtes pas habilité à le faire. La personne qui est habilitée à le faire, c'est la SGO. Donc, c'est la SGO qui va d'abord regarder, vous, votre besoin. Il va dire, tiens, j'ai identifié M. Tano, j'ai identifié Madame Ou, j'ai identifié M. Adengra. J'ai vu qu'ils ont un besoin à peu près similaire. Ils veulent investir à la bourse, mais peut-être que leur capital ne suffit pas à eux seuls. Mais si on les met ensemble, éventuellement, on peut créer, on peut investir comme ils le souhaitent. Donc, je vais créer un FCP qui est adapté spécifiquement à leurs besoins. Maintenant, la SGO va créer le FCP et va entrer en contact avec vous, vous dire, voilà, voilà, j'ai créé un FCP qui est parfaitement adapté à vos besoins. Maintenant, venez souscrire et puis vous allez avoir des parts dans ce FCP-là. Et puis vous, maintenant, vous allez envoyer votre argent. Maintenant, quand vous allez envoyer votre argent, c'est la SGO qui a collecté cet argent. Dans cet argent,
c'est la SGO de l'investi, ce n'est pas à vous de l'investir. Donc, la SGO va décider en fonction de la stratégie qu'elle vous a présentée, hein. Parce que quand elle vient vous voir, elle vous dit, voici les modalités suivant lesquelles je vais investir ce fonds. Donc, je vais l'investir en action ou bien je vais investir 80% en obligations, 20% en action. Je vais suivre telle stratégie, telle stratégie. Le tout, en fait, il vous présente tout. Maintenant, une fois que, il a fini de vous présenter, expliquer sa stratégie d'investissement, il collecte l'argent. Maintenant, dans la pratique, c'est elle, la SGO, qui va venir investir. Maintenant, vous, M. Tana, vous n'avez pas le droit de parler sur la SGI. Tout ce que vous pouvez dire, c'est peut-être aller dire, par exemple, que, attention, la stratégie de départ, c'était ça. La SGO est en train de s'écarter de cette stratégie. La SGO doit avoir des sanctions ou doit se corriger. Ça, vous pouvez faire ça. Maintenant, deuxième possibilité, si vous n'êtes pas content, vous avez la possibilité de sortir votre argent à tout moment. Donc, vous demandez de la sortie. La SGO va calculer ce qu'on va appeler la valeur liquidative. Donc, la valeur liquidative, ça sera quoi? Ça sera l'ensemble des avoirs du fonds. Donc, si j'investis un peu sur BCC, un peu sur Orange, un peu en obligation, si on calcule tout ça, ça fait combien? Donc, on calcule le montant total des valeurs dans lesquelles on a investi, plus la liquidité qu'on a. On va diviser le montant total par le nombre de parts de la SGO, ce qui va nous donner ce qu'on va appeler la valeur liquidative du fonds commun, pardon, pas de la SGO, du fonds commun. Donc, c'est cette valeur liquidative-là qui va constituer pour vous la valeur que vous êtes en train de générer. Donc, plus la valeur liquidative augmente, plus vous gagnez de l'argent en tant qu'investisseur dans le fonds commun de placement. Donc, si vous voulez sortir, on va vendre non, la SGO va acheter en fait votre part avec au prix de la valeur liquidative en soustrayant bien évidemment les frais qu'elle a le droit de soustraire et puis vous reversez le reste. Donc, voyez ça comme ça, c'est la SGO qui va maintenant acheter les actions et puis vous allez profiter. Maintenant, comment vous allez gagner votre argent? Alors, il va y avoir deux catégories de FCP. Il y a les FCP à capitalisation et il y a les FCP de rendement. La plupart des FCP qu'on a en Côte d'Ivoire ou dans la zone UEMOA en général sont des FCP de capitalisation. C'est-à-dire quoi? Quand vous réalisez un bénéfice, c'est-à-dire si on a investi sur une obligation et que on a reçu les coupons de l'obligation, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinvestir directement les coupons reçus de l'obligation sur d'autres actifs suivant la stratégie d'investissement du FCP. Maintenant, si on a reçu des dividendes de certaines entreprises sur lesquelles on avait investi, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinvestir directement ces entreprises. Donc, quand on réinvestit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire augmenter votre valeur liquidative. Donc, vous étiez peut-être venu avec une valeur liquidative de 10 000. Quand vous allez percevoir des coupons de 700 francs sur les 10 000 et que vous allez réinvestir ces 700 francs, vous voyez que vous passez de 10 000 à 10 700 francs de valeur liquidative si l'actif sur lequel vous avez investi ne perd pas en valeur, bien sûr. Donc, ainsi de suite, votre valeur liquidative va monter. Maintenant, le jour où vous allez vouloir sortir de là, c'est là, du FCP, c'est là que vous allez générer en fait votre plus-value et vous allez vendre maintenant le FCP à sa valeur liquidative et vous allez encaisser la différence comme l'argent que vous avez gagné. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne le FCP. Est-ce que c'est compris? Ouais, c'est bon. Super. Maintenant, quand je dis la cotation, c'est quoi? La cotation, c'est exactement comme les actions. C'est qu'on t'admet en bourse et puis ton prix va s'échanger en fonction de la loi de l'offre et tu vas t'échanger en fonction de la loi de l'offre et de la demande et que des investisseurs pourront avoir accès à toi via une plateforme de trading. C'est simplement ce qu'on appelle la cotation. Donc, quand on va dire que le FCP n'est pas coté, ça veut dire que si vous accédez à votre plateforme de trading, vous ne pouvez pas voir la liste des FCP et cliquer dessus pour acheter. C'est tout simple. Maintenant, les ETF, eux, en revanche, sont cotés. Donc, vous pouvez vous connecter à une plateforme de trading et acheter un ETF. Le seul point, c'est qu'on n'a pas d'ETF dans la zone UEMOA. Donc, à la BFM, il n'y a pas d'ETF encore existant. Maintenant, la particularité des ETF, c'est qu'ils suivent en général ce qu'on va appeler des indices. Donc, ce qu'on va appeler des fonds indiciels. Donc, un indice, c'est quoi? On l'a vu, hein, il y a le BFM Composite, BFM 30, etc., etc. Donc, un indice, c'est un panier de biens. Donc, un panier d'actions. On va constituer un panier, on va prendre des critères. Et puis, suivant ces critères-là, on va admettre plusieurs actions. Je prends l'exemple du BRVM 30, par exemple. BRVM 30, ça regroupe les 30 valeurs les plus échangées à la BRVM, donc les valeurs les plus liquides. OK? Donc, si on prend ce critère-là qui est actualisé tous les 3 mois, on peut créer un ETF qui suit en fait ces 30 valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je constitue un FCP, mais la particularité de ce FCP, c'est que j'achète toutes les actions qui sont dans cet indice-là, en respectant les proportions.
en respectant les, voilà, comment on va appeler ça, les pondérations. Donc, par exemple, si moi je constitue, allez, qu'on va prendre le BRVM Composite, par exemple, dedans, vous pouvez avoir une entreprise dont la capitalisation boursière est de 1 milliard, une autre dont la capitalisation boursière est de 100 millions, une autre dont la capitalisation est de 500 millions. Donc, vous voyez que si on fait le rapport, il y a certaines entreprises qui vont représenter, par exemple, 20% de l'indice, d'autres vont représenter 50% de l'indice, d'autres vont représenter 10% de l'indice, etc., etc. Donc, ces proportions-là qui sont identifiées, moi, dans ma stratégie d'investissement, vu que je veux répliquer la performance de l'indice en question, je dois respecter ces proportions-là pour pouvoir investir. On peut avoir ce qu'on va appeler des FCP indiciels, tout comme on peut avoir ce qu'on va appeler des ETF indiciels. Bon, la plupart des ETF sont indiciels, donc vont suivre certains indices. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a un indice qui est assez célèbre qu'on appelle le S&P 500. Donc, c'est un indice des États-Unis qui regroupe les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Donc, le S&P 500, c'est un indice phare qui est en général suivi par des ETF. Donc, si vous voulez investir, parce que si vous voulez diversifier, si vous voulez suivre la performance de l'indice, parce que l'indice peut démontrer une certaine performance, en fait. Donc, la performance de l'indice est autour de entre 8 et 10% par an, par exemple. Donc, si vous savez qu'en tant qu'investisseur, vous voulez réaliser cette performance-là, vous pouvez aller investir sur l'indice. Donc, historiquement, ça a démontré qu'on peut faire entre 8 et 10% par an sans grand problème. Donc, on peut aller directement investir sur les ETF et puis réaliser ça, en fait, ces performances-là tous les ans sans avoir besoin d'aller nous investir sur chaque action. Maintenant, il y a des stratégies d'investissement qui vont chercher à battre le marché. C'est ces stratégies d'investissement qui vont aller sélectionner les meilleures valeurs plutôt que d'aller investir sur toutes les valeurs qui constituent un indice, par exemple. Donc, dans ce cas, on n'investit pas sur les ETF, on n'investit pas sur les FCP, on fait nos analyses et puis on investit sur des actions en particulier. Donc, voici un peu la différence entre FCP et puis ETF. Concernant les FCP, Mhm. vous avez dit, par exemple, celui qui a 150 000, 1 million, ils sont là, on met ensemble. Oui. Mais moi, j'ai mes 150 000. Chacun a son argent. Comment Oui. est-ce qu'on peut se voir pour se mettre ensemble pour acheter des obligations? D'accord. Donc, vous êtes là. Donc, en réalité, c'est que, le processus que vous êtes en train de décrire là, ça, c'est un processus qui est réalisé par ce qu'on va appeler les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable. Donc, c'est-à-dire, pour créer une SICAV, là, vous devez prendre l'initiative vous-même et puis chercher des investisseurs avec qui vous vous entendez, avec que vous connaissez. Voilà, là, vous vous mettez ensemble, vous vous connaissez, vous êtes des investisseurs, voilà. Là, vous créez une SICAV et puis vous allez confier maintenant la gestion parce que c'est le mot de fonctionnement d'une SICAV. Vous êtes obligé de faire appel maintenant à une SGO et de lui communiquer ce que vous voulez en termes de produits d'investissement. Et puis maintenant, la SGO va investir pour vous. Ah, d'accord. Là, c'est le processus de la SICAV. Maintenant, pour le FCP, lui, vous n'êtes pas obligé de vous connaître parce Mhm. qu'au milieu ici, là, je vais changer de couleur pour que ça soit bien visible. Parce qu'au milieu ici, là, il va avoir quoi? Il va avoir la SGO qui, elle, va s'intéresser à vous, Madame Ou, va s'intéresser à Monsieur Tano, va s'intéresser à Monsieur Adengra, va identifier vos besoins d'investissement. Et puis maintenant, ici, elle va, dans son background, créer un produit. Voilà, un produit qui, selon elle, vous correspond à vous trois, qu'elle va appeler un FCP, quelque chose là-bas. Si la SGO identifie que vous aimez investir sur les actions, on peut appeler ça la FCP Action, par exemple. Puis il dit, bon, messieurs, mesdames, voici, j'ai créé un FCP Action. Je sais que vous aimez investir dans les actions, donc voici, je viens vous proposer le FCP Action. Maintenant, vous, de votre côté, vous n'êtes pas obligé de connaître les autres investisseurs. Tout ce que vous avez besoin de faire, étant donné que ce n'est pas une entreprise, vous n'êtes pas associé, tout ce que vous faites, vous achetez en fait auprès de la SGO. Donc, vous, tout ce qui vous lie, c'est la relation, il y a une relation contractuelle entre vous et puis la SGO. Une relation de client à gestionnaire. C'est tout. Donc, les autres là, c'est la SGO de gérer. Et pareil en fait pour M. Tano. Pareil pour M. Adengra. Donc, là, maintenant, on associe tout et puis on va investir du côté de la SGO. Maintenant, c'est la SGO maintenant qui gère les éléments. Maintenant, vous, que la SGO arrive à vendre plus de parts ou n'arrive pas à vendre plus de parts, ça, c'est son problème. Parce que ça, c'est son modèle commercial à elle, la SGO. Mais tout ce que vous savez, c'est que les parts que vous achetez, la SGO doit vous euh, faire évoluer, en fait, ces parts-là. Donc, chaque mois, chaque trimestre, je ne sais pas, en fonction de sa fréquence, elle va établir plusieurs bulletins d'informations qu'elle va vous partager par mail et vous expliquer ce que vous avez gagné en termes de valeur liquidative. Quand il y a une question. Allez-y.
Les gestions sous mandat, là, Mhm. est-ce que c'est conseillé? Pourquoi pas? Ça dépend. Vous regardez les performances qui ont été réalisées par la SGI, si ça vous convient. Parce que sur la gestion sous mandat, il y aura des frais à prélever sur peu importe la performance de la SGI, hein. Il y a une étude qui a été menée en France. Bon, pas à la BVM, mais je suppose que ça concerne tous les gestionnaires. C'est que la plupart des gestionnaires sous-performent par rapport au marché. Donc, tout à l'heure, je parlais des indices. C'est-à-dire que si vous prenez l'évolution de l'ensemble des actions qui composent le BRVM, le BRVM Composite là. Donc, ça dit que toutes les entreprises cotées à la BRVM de façon générale, comment est-ce qu'elles évoluent en bourse? Donc, si on prend quelqu'un qui tient compte de la pondération des différentes actions et puis investit dans toutes les actions en tenant compte de ces pondérations-là, combien est-ce que la personne peut réaliser sur les années, par exemple? Donc, moi, je vous ai dit que le rendement moyen du marché à la BRVM, il est autour de 8%. Mais il se trouve que l'étude en question a révélé que les gestionnaires de comptes sont en dessous des performances du marché. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à réaliser plus que le marché, alors que le point même d'un gestionnaire de compte, c'est de pouvoir essayer de battre le marché. Donc, si le marché est à 8%, moi, j'essaie de réaliser 10%, par exemple. Parce que ça, c'est le point. Mais les gestionnaires, ils n'arrivent même pas à battre le marché. Donc, plutôt que d'aller donner mon argent en gestion sous mandat, si je l'investis dans toutes les entreprises de la BRVM en tenant compte des pondérations, ou à défaut, si je l'investis dans un FCP indiciel qui suit l'évolution du BRVM composite, en réalité, j'arrive à réaliser beaucoup plus que quelqu'un qui va donner à un gestionnaire. Mais qu'en plus de ça, il va lui facturer des services de gestion. Donc, voilà. De ce que je sais, il est mieux d'investir soi-même son argent, quoi. Coach, Oui. je veux savoir quelque chose. Vous avez bien dit que à côté des FCP, il y avait les ETF, mais le FCP et le ETF, Mhm. c'est une chose seulement que le ETF est coté. Exactement. Maintenant, c'est coté, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est coté, ça veut dire que des gens payent encore ou bien comment ça s'est fait? Oui, exactement. Alors, donc, comme je vous l'ai dit ici, l'initiative vient d'une SGO. OK? Ici, l'initiative va venir d'une banque d'affaires. Voilà. Donc, cette banque d'affaires-là, elle peut, ou bien un gestionnaire d'actifs. Bon, enfin, ça peut être un SGI aussi. On va appeler les gestionnaires, on va les appeler les gestionnaires d'actifs. Je ne sais pas trop leur abréviation, mais retenez gestionnaire d'actifs. Voilà. Donc, les gestionnaires d'actifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont émettre ce qu'on va appeler un ETF. Donc, l'ETF, ils vont donner toutes les caractéristiques, l'indice que ça va suivre. Voilà. Donc, tout ça, ils vont donner. Maintenant, une fois qu'ils ont fini d'émettre l'ETF, qu'est-ce qui va se passer? Des personnes qui sont intéressées vont venir acheter. Donc, quand je dis que c'est coté, ça veut dire qu'on va évaluer l'ETF en bourse. Maintenant, si vous êtes intéressé par l'ETF en fonction de ses caractéristiques, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter l'ETF en passant par votre compte titre. Donc, de l'autre côté, au niveau des FCP, vous passez par la SGO. Vous allez remplir les bulletins de souscription. Eux-mêmes vont vous montrer les modalités à suivre. Mais du côté de l'ETF, la cotation, c'est-à-dire que ça y est en bourse là. Donc, ça dit que quand je dis que c'est coté, vous voyez comme si on va évaluer le fonds comme si c'était une action. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? De l'autre, c'est comme si l'investisseur A, on a l'investisseur A, l'investisseur B, l'investisseur C qui sont intéressés par le FCP, bon, par l'ETF. Plutôt que de passer par la procédure classique identifiée par le FCP, d'aller et puis après, ils vont prendre cet argent-là pour aller l'investir. L'ETF, ils vont directement en bourse pour aller l'acheter. Maintenant, comme l'ETF va répliquer la performance d'un indice, quand ils achètent en fait l'ETF, ils essaient de eux-mêmes répliquer la performance de l'indice en question. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le fonds ETF, lui, il va répliquer la performance de l'indice en permettant à des personnes de pouvoir investir dessus via leur compte titre, donc via leur plateforme de trading. Alors que le FCP, lui, n'est pas nécessairement indiciel, mais il va essayer de suivre ses caractéristiques à lui pour pouvoir investir, mais en collectant l'argent des personnes qui veulent investir et ensuite investir cet argent-là pour faire augmenter ce qu'on va appeler sa valeur liquidative. Donc, la notion de cotation, parce que si vous dites que c'est, je pense que le problème majeur, c'est d'essayer de visualiser comment est-ce que l'ETF prend l'argent pour l'investir ensuite,
Parce que l'ETF, son objet premier, ce n'est pas nécessairement d'investir, mais c'est de repliquer la performance. Donc, si j'ai des personnes qui souscrivent à mon ETF via leur plateforme de trading en ligne, cet argent-là, je le prends, je le repartis en suivant l'indice sur lequel l'indice dont j'essaie de répliquer la performance. Donc, si vous allez investir 100 000, je vais prendre vos 100 000 directement, je vais le repartir suivant les pourcentages des entreprises qui composent l'indice dont j'essaie de répliquer la performance. Et puis, je vais acheter en proportion ces actions. Et puis, c'est comme ça que je vais constituer le portefeuille réel qui se cache derrière l'ETF. Maintenant, au fur et à mesure que les investisseurs arrivent, c'est comme ça que je vais procéder. Donc, comme il y a des investisseurs qui veulent acheter, des investisseurs qui veulent sortir du fonds, moi, je vais aller coter directement l'ETF comme ça. Vous pouvez vous échanger en fait sur le marché secondaire comme si c'était une action. Alors que du côté des ETF, si oui, je veux vendre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la SGO qui sera nécessairement ma contrepartie parce que c'est ce que la loi dit. La SGO est obligée de racheter en fait pour vous permettre d'être liquide le plus rapidement possible. Donc, pour permettre au FCP d'être liquide le plus rapidement possible. Parce que avant de vendre, si j'ai besoin d'une contrepartie en face, ça sera difficile en fait. Ça sera difficile pour moi de vendre. Donc, la SGO rachète dans un premier temps et puis après, la SGO va se débrouiller pour aller vendre de façon réelle les actifs qui correspondaient au part que vous avez vendu. Mais du côté de l'ETF, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on intervenait sur le marché secondaire. Je peux le vendre et puis une autre contrepartie en face va acheter. Une autre contrepartie en face peut vendre et puis moi, je vais acheter. Donc, sans nécessairement passer par la banque gestionnaire d'actifs qui a émis l'ETF en question. Donc, voici le premier point. Maintenant, le second, c'est que moi, en tant que gestionnaire d'actifs, avec un certain nombre de partenaires, je vais faire en sorte que l'ETF replique l'indice que j'essaie de suivre. Parce que si vous regardez bien, si moi, je veux vendre et que vous voulez acheter, je peux augmenter le prix par rapport à la valeur réelle de l'ETF, par rapport aux actions réelles qui constituent l'ETF. Donc, si j'augmente la valeur, parce que moi, je vais me réaliser un bénéfice que vous acceptez d'acheter quand même malgré ce prix-là. C'est comme si je fais monter le prix de l'ETF. Donc, le prix de l'ETF peut, certains moments, s'écarter un peu de ce qu'on va appeler sa valeur liquidative. Donc, c'est-à-dire si on calcule la valeur réelle des actifs qu'il essaie de suivre, ça peut s'écarter un peu, mais par derrière, le gestionnaire d'actifs va collaborer avec un certain nombre d'institutions pour faire en sorte de toujours ramener le prix de l'ETF à sa valeur indicielle. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne l'ETF. Donc, si je dois me récapituler, il faut juste comprendre que au niveau de la capitalisation, c'est simplement de dire que c'est comme si on était en train d'intervenir sur le marché secondaire et que moi, je peux vendre mon ETF et qu'en face, quelqu'un d'autre peut acheter, qu'une autre personne peut vendre et moi, je peux acheter. Voilà. Maintenant, pour ajuster, souvent, l'ETF peut être émis en quantité aussi sur le marché primaire là-bas, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles, on investit dans les actions qui composent et puis on apporte de nouvelles parts sur le marché aussi, c'est possible. Mais dans l'idéal, c'est ça. Dans la cotation, c'est ça. C'est parce que, contrepartie, je peux vendre et une autre personne peut acheter sans nécessairement qu'on passe par le gestionnaire d'actifs qui a émis. Alors que sur les FCP, on est obligé de passer par la SGO. C'est la SGO qui me rachète d'abord et puis ensuite, si elle va revendre à d'autres personnes, elle va les revendre ou si elle veut supprimer les parts, aller vendre effectivement les actifs qui les constituaient et puis récupérer l'argent qui était lié à ça. D'accord, j'ai compris. Voilà. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, des préoccupations personnelles? Je les prends. Sinon, on passe au fonctionnement des FCP. Alors, donc, on en a suffisamment parlé, hein. Donc, le FCP, c'est quoi? Donc, le FCP, dans un premier temps, pour sa création, va commencer par l'identification d'un besoin d'investissement. Si moi, par exemple, je dis que j'ai identifié, allez, donc, des besoins de plusieurs investisseurs, hein. Donc, je me dis que voici des personnes, une catégorie de personnes qui ont de l'argent, qu'ils veulent investir, ils veulent gagner un peu plus que ce qu'ils gagnent sur les fonds communs sur les comptes d'épargne. Mais ils ne veulent pas prendre trop de risques parce que s'ils prennent trop de risques, c'est peut-être l'argent qu'ils sont en train de cotiser pour leur retraite. Donc, ils ne veulent pas prendre beaucoup de risques là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un FCP qui peut leur apporter un peu plus de rendement que les comptes d'épargne ou que les dépôts à terme, ce qu'on va appeler les DAT, mais qui ne sans prendre énormément de risques. Donc, ça peut être un FCP obligataire, par exemple. Donc, sur ces FCP-là, je vais dire, ce que je vais faire,
l'argent que je vais collecter, je vais investir 80% sur les obligations, étant donné que les obligations, c'est pas très risqué. Donc, je vais investir sur les obligations, 80% de cet argent sur les obligations. Et puis, je vais investir seulement 20% en actions pour essayer d'augmenter un peu le rendement. Donc, une fois que j'ai identifié le besoin et que j'ai fait tout ça, dans un premier temps, je vais aller soumettre les docs de mon FCP en décrivant tous ces éléments que je viens d'expliquer là. Pourquoi est-ce que je vais créer le FCP? À quoi est-ce que ça va servir? À qui est-ce que ça s'adresse? Je décris tout ça. Je vais les soumettre à l'AMF UMOA, donc, qui est l'autorité des marchés financiers. Et donc, si l'AMF est convaincu de ce que je vais faire là, l'AMF maintenant va autoriser l'émission de ce FCP. Alors, il faut savoir que avant même d'émettre un FCP, je dois être agréé en tant que société de gestion d'OPCVM. Donc, ça, c'est un autre cas. Je suppose que on a déjà une SGO. Maintenant, si on a déjà une SGO, on va soumettre les docs du fonds commun. Maintenant, le fonds commun sera approuvé par l'AMF. Et puis maintenant, une fois que l'AMF a approuvé, on va passer à la collecte des fonds. Donc, on va communiquer sur notre FCP et puis on va dire acheter, acheter. Donc, quand vous voyez NC a fait sa publicité avec ses fonds communs de placement, quand vous voyez Kedana Asset Management fait ses publicités avec ses FCP, c'est parce qu'ils cherchent à collecter des fonds. Donc, ils prennent de l'argent qu'ensuite, ils vont investir en fonction de la stratégie qu'ils ont décrite dans leur document de FCP. Maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, il y a ce qu'on va appeler la gestion active et puis la gestion passive. Donc, la gestion active, c'est lorsque le FCP essaie de battre le marché. Donc, nous-mêmes, on a notre profil, on va choisir des actions et puis sur lesquelles on va investir. Maintenant, sur la gestion passive, là, on va essayer simplement de repliquer une performance, soit de la performance du marché, soit de la performance d'un indice, soit les performances d'une catégorie d'actifs, par exemple. Donc, pour nous, quand on est sur un FCP, on va chercher à voir quel est l'objectif du FCP. Il y a des FCP qui vont dire, par exemple, moi, ma valeur de référence est 6%. Donc, chaque année, je vais essayer d'atteindre au moins 6% pour les personnes qui achètent mes FCP. Maintenant, de l'autre côté, si c'est une gestion passive, là, on va dire que mon objectif, c'est de repliquer au moins la performance d'un indice. Ça peut être la performance au moins de l'indice BRVM Composite sur une année ou la performance de l'indice BRVM Composite combiné avec une autre performance. Il y a des FCP, par exemple, qui décident de combiner la performance du BFM Composite avec la performance des fonds des OAT, les obligations assimilables du Trésor, qui sont aussi une forme d'obligation, mais du coup, thème que les États émettent. Donc, ils vont essayer de combiner les deux et puis c'est sur ça qu'ils vont s'aligner, par exemple. Donc, voilà. Mais dans l'idéal, en général, on va voir plus la gestion active, en fait. Donc, voici, on va identifier trois profils du FCP, des profils que vous avez peut-être entendus quelque part. Donc, au niveau des FCP, on va identifier des profils prudents, équilibrés et dynamiques. Donc, profil prudent, ça veut dire qu'on va privilégier les obligations par rapport aux actions. Donc là, le FCP ne va pas investir énormément. Donc, c'est le principe 20-80 qu'on a vu précédemment là. On va investir seulement au max 20% en actions. Souvent, on peut monter à 30% en actions. Et puis, le reste, ça sera que des obligations. Donc, dans ce profil prudent-là, le risque, il est très, très faible. OK? Donc, c'est à vous maintenant de décider si vous voulez aller sur ces profils-là. Mais en contrepartie, les pourcentages sont aussi limités, en fait. Les pourcentages de rentabilité. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir le profil équilibré. Là, on sera sur une perspective de 50-50. Donc, sur cette perspective de 50-50, ça veut dire qu'en général, on va avoir autant investi en actions qu'en obligations. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va diversifier. On peut avoir d'autres produits pour accompagner aussi, hein. Voilà. Donc, on peut aller peut-être sur le marché des titres publics aussi. Donc, dans ces points-là, sur ce profil-là, on peut dire que le risque, il est modéré. Maintenant, le profil dynamique, c'est principalement action. Donc là-bas, le risque est un peu plus élevé. Voilà. Donc, vous savez que votre fonds commun de placement va faire des investissements en actions. Et comme les actions, souvent ça baisse, souvent ça monte, ça peut baisser. Et puis le FCP va sous-performer. Donc, il y a des FCP qui sous-performent, hein. Donc, voici les trois profils que vous allez identifier si vous voulez investir sur un fonds commun de placement. Alors, si vous voulez investir sur un fonds commun de placement, comment est-ce qu'on va analyser? On va aller sur trois étapes simples. Donc, ce que j'ai appelé la méthode des 3 C, hein, une méthode très simple. Donc, la première méthode, c'est de comprendre, très important. Alors, Warren Buffett a pris sa retraite récemment, mais il dit qu'il faut investir sur ce qu'on comprend. Donc, comprendre, c'est d'abord identifier la stratégie
du fonds est ce qu'on va appeler le benchmark du FCP. Donc, la stratégie du fonds, c'est son profil. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il est dans un profil, c'est le FCP a un profil dynamique, un profil équilibré ou un profil conservateur. Donc, identifier le profil. Et puis, après ça, il y a ce qu'on va appeler le benchmark. Le benchmark, c'est simplement le taux de rentabilité que le FCP essaie d'atteindre chaque année. Donc, si moi, j'essaie d'atteindre 6%, 6% c'est considéré comme mon benchmark. Mais en général, je vais choisir un actif. Donc, le taux de benchmark, ça va être, en général, normalement, on part sur le taux des obligations souveraines. Donc, on va aller regarder quand l'État emprunte à quel taux. Parce que si toi, FCP, tu n'arrives pas à faire plus que ce que l'État me propose, parce que je peux investir sur ce que l'État me propose sans prendre de risque, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas très performant. Donc, on va aller regarder les obligations court terme du Trésor sous 12 mois. Et puis, c'est le taux là qu'on va prendre pour comparer, par exemple, au taux du FCP, pour voir si le FCP il est bon ou pas. OK? Donc, c'est ce qu'on va appeler le taux de benchmark. Maintenant, bon, enfin, la question que les gens se posent, c'est que fait le FCPI? On essaie de répondre en regardant ces éléments. Maintenant, le document qu'on va regarder pour pouvoir analyser ça, il y a ce qu'on va appeler le prospectus du FCP parce que le FCP, c'est comme un produit qui se vend. On fait un prospectus sur ça qui détaille les informations du FCP et puis on fait ce qu'on appelle un DC. Donc, le document d'information, si j'ai oublié c'est quoi, mais aux investisseurs. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est un document qui détaille tout ce qui concerne le FCP et l'investisseur va aller lire pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, la deuxième étape va consister à comparer en fait donc les performances passées du FCP. Comment est-ce que la valeur liquidative a évolué? Donc, on regarde par le passé, est-ce qu'ils ont réalisé de bons rendements? Est-ce que, voilà. Donc, s'ils ont réalisé de bons rendements par le passé, il n'y a pas de raison qu'ils ne réalisent pas de bons rendements dans le futur. Ça veut dire que les gestionnaires sont bons. Donc, s'ils sont performants, et puis, la performance des FCP va être une performance qu'on va comparer au taux de benchmark. Donc, on va regarder, est-ce qu'ils ont atteint leur objectif qu'ils ont promis d'atteindre, les 6% ou les 5% qu'ils ont dit vont réaliser annuellement. Est-ce qu'ils ont réussi à réaliser ça? Donc, c'est sur ça qu'on va les juger. Et puis, on va confronter nous-mêmes. Donc, pour le dernier C, c'est confronter à nous-mêmes notre profil investisseur. Est-ce que ça m'est adapté? En réalité, c'est pour ça qu'on est passé par fixer son objectif financier. Donc, on va regarder, est-ce que les 6% me permettent d'atteindre l'objectif que je vais atteindre? Si oui, ou bien l'objectif du FCP, le taux de benchmark me permet de réaliser ce que je veux de réaliser. Si oui, il n'y a pas de raison pour pas que j'investisse sur le FCP. C'est simple, c'est passif, je n'ai quasiment rien à faire, je donne mon argent et puis je suis assis et puis voilà, ils me produisent, ils me capitalisent, ils me produisent, ils me capitalisent. Donc c'est intéressant comme ça. Mais si les taux qui me sont proposés ne sont pas intéressants, peut-être que je vais envisager d'aller investir moi-même mon argent. Voilà. Donc pour faire la comparaison de la performance, on va regarder les reporting ou les fiches de performance. Et puis, pour le reste, voilà, pour confronter, on va considérer notre profil investissement. Donc, j'ai ici, allez, ça, c'est la SGO qui fait le plus de bruit actuellement en Côte d'Ivoire, hein, c'est la SGO NCA Asset Management. Donc, on va analyser ce qu'ils ont ici. Alors, ici, ils ont. Donc, là où vous pouvez retrouver les informations, ça sera sur le site de la SGO. Donc, ici, dans le cas, c'est la SGO NCA Asset Management. Et donc, c'est sur leur site principal qu'on va retrouver leurs produits. Comme je vous l'ai dit, les FCP, c'est vraiment comme des produits que la banque est en train de vendre. Voilà. Donc, un peu comme tous les autres produits bancaires. Parce que si plus le montant du fonds est élevé, plus le pourcentage qu'ils prennent en termes de frais est élevé, plus ils peuvent se rémunérer, plus ils peuvent avoir de l'argent. Donc, il y a tout un modèle économique là-dessus. Voilà. Donc, ils ont intérêt à réaliser plus de performances pour attirer plus d'investisseurs. Donc, voici les fonds de NCA, donc NCA fonds diversifiés on appelle NFT. Donc, ici, vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maximum en obligations 70%, maximum en actions 70%. OK, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, ici, ce sont des maximums qu'ils ont donnés. Ça veut dire que s'ils ont trop investi sur les obligations, ça sera 70%. Et dans ce cas, on aura 70-30. Si ils ont trop investi en actions, ça sera 70%. Donc, on aura 70-30 de l'autre côté aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire 50-50. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire 60-40. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire, voilà, toute la combinaison que vous imaginez vu qu'ils ne dépassent pas 70% sur l'un des actifs. Donc, objectif.
Stratégie flexible favorisant une gestion active des fonds. Donc, gestion active, ça veut dire qu'ils ne vont pas essayer de répliquer seulement la performance d'un indice, mais eux-mêmes vont essayer de battre les performances du marché. Donc, des fois, en vue de moduler ces investissements selon la conjoncture du marché boursier. Donc, l'objectif du fonds est générer un rendement minimum de 10% sur le long terme. Voilà. Donc, rendement minimum de 10% sur le long terme. Il n'a pas dit rendement annuel, hein. Il faut bien faire la différence. Il dit rendement minimum de 10% sur le long terme. Long terme, rappelez-vous que c'est un horizon d'au moins 5 ans. OK. Frais de souscription. Donc, 1%. Donc, ça veut dire que si vous l'achetez pour 100 000 francs, ils vont vous prendre 1 000 francs de frais de souscription. Frais de rachat. Le moment que vous voulez sortir, si la valeur liquidative est de 10 000, ils vont prendre 1%. Donc, je ne sais pas, 100 francs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, les documents dont je vous ai parlé, les voici. En l'occurrence, le DC et puis le prospectus, bon, le dépliant. Allez, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord le DC parce que je crois que dans le DC, il y a assez d'informations. Donc, informations clés pour l'investisseur. Donc, NCA fonds diversifié, OPCM diversifié. Donc, objectif du fonds, hein. Donc, il y a tout le tralala là, vous pouvez lire. Donc, profil de risque, vous voyez ils notent leur risque à 3 sur 7. Donc, on peut considérer que ça, c'est un profil. Allez, donc les deux là, on peut dire que c'est prudent. Ici, on peut dire que c'est équilibré. Ici, on peut dire que c'est dynamique. Donc, ça, on peut mettre ça dans la. Excusez-moi. Ici, on peut mettre ça dans la catégorie équilibrée. Les frais. Donc ici, si vous êtes intéressé au barème des SGO, vous pouvez regarder pour comparer en fait. Donc ici, commission de souscription maximum non acquise à l'OPCM. Vous voyez, valeur liquidative. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la valeur liquidative multipliée par le nombre de parts multiplié par 1%. Bon, on va regarder les performances. Donc ici, vous voyez, il y a le comparatif du fonds et puis le pourcentage réel réalisé par le fonds. Donc, on va chercher dans un premier temps le comparatif du fonds. On va voir où est-ce que ça se trouve. Bien sûr que je ne sais pas là-bas. OK. En souscrivant dans un SIA fonds, vous investissez dans un portefeuille associant actions et produits de taux. L'objectif du fonds est de générer sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. Voilà, comme je vous l'ai dit, une performance nette de frais, dividendes et coupons réinvestis, tout ça du fonds supérieure à celle de l'indicateur de référence du fonds. Vous voyez? Donc, ils ont un indicateur de référence. Donc, c'est-à-dire que sur 5 ans, ils doivent battre au moins leur indicateur de référence du fonds. Mais bon, anyway, leur performance, c'est quoi? C'est 35% du BRVM composite et puis 65% du taux moyen sur 5 ans issu de la courbe des taux des émetteurs du marché des titres publics UMO à titre, coupon réinvesti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, par exemple, ça veut dire que pour trouver mon comparatif, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre la performance. Donc, la performance du BRVM composite va compter pour 35%. Et puis, on va aller faire quoi? Donc, on va aller faire la moyenne sur 5 ans de la courbe des taux sur le marché des titres publics. Alors, si vous ne connaissez pas le marché des titres publics, je crois que j'ai fait un webinaire dessus intitulé Comprendre les marchés financiers de lui et moi. Donc, vous pouvez regarder ça sur la chaîne YouTube de l'ECOM là. Donc, le marché des titres publics, c'est un marché sur lequel on va avoir que des obligations qui sont émises par les États membres de l'UEMOA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre les taux de ces obligations-là et puis on va les faire une moyenne de 5 ans. Donc, ce qu'on va appeler la courbe des taux. Quand on va représenter les taux là dans un graphique, on va appeler ça la courbe des taux. Donc, cette courbe des taux, on va faire une moyenne sur 5 ans. Et puis, c'est cette moyenne-là on va utiliser ça. Ça va compter pour 65%, sachant que sur le MTP, les taux sont très, très bas. Donc, on est à des taux qui sont en dessous de 5%, par exemple. Donc, on peut avoir des taux à 4%, 1%, 2%, par exemple. Donc, ça va compter pour 65%. Et puis, le BRVM Composite, lui, sachant que le BRVM Composite a un rendement de 8%, pardon, lui, il va compter seulement pour 35%. Donc, on va prendre 35% multiplié par 8% plus 65% multiplié par la moyenne obtenue là-bas. Donc, si on a obtenu 2%, on va faire plus 65% multiplié par ça. Et ce qu'on va trouver là, c'est ce qui va constituer la référence, le comparatif du fonds NFD de NCA là. Mais bon, anyway, ce qui va nous permettre de lire vraiment, ça sera ça, cet historique-là. On dit quoi? En 2020. Donc, vous voyez, ça, c'est l'indice de référence. Donc, ils ont effectué le calcul que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'ils ont obtenu. Donc, en 2020, leur indice, là, il était à 0,94% quand ils ont effectué le calcul. Et là, ils sont montés à combien? À 2,87%. Donc, ils ont battu leur indice, là. 2020, on les félicite. 2021, leur indice est à 17,37, alors qu'eux, ils sont à 12,99%. Bon, en 2021,
ils ont fait moins que leur indice de référence. 2022, ils ont fait plus que leur indice de référence. 2023, moins. 2024, moins encore. Allez, donc, vous voyez que en général, si on fait une moyenne, bon, je n'ai pas fait la moyenne, mais vous, si vous êtes intéressé par le FCP, ce que vous allez faire, c'est de faire la moyenne historique des rendements. Donc, ce qui est en bleu là. Donc, vous voyez qu'en bleu, c'est la performance du NFD. Donc, c'est de faire la moyenne pour voir en moyenne chaque année combien est-ce qu'ils ont généré sur les 1, 2, 3, 4, 5 dernières années. Donc, si c'est bon, pour vous, si c'est un rendement qui vous arrange, vous pouvez investir sur le fonds. Donc, voici globalement comment est-ce qu'on peut procéder à l'analyse d'un fonds commun de placement. Très important ça, parce que vous pouvez investir sur un produit financier, il faut le comprendre. Très, très important. Donc, voici. Donc, valeur liquidative, actuellement, c'est à 6 550 francs. Donc, ça veut dire que si on calcule l'ensemble des actifs qui sont dans le fonds et qu'on les divise par le nombre total de parts du fonds commun de placement, on trouve 6 550. OK? Voilà, donc les performances. Donc, ça fait sur 3 mois, ils ont réalisé plus 2,3%. Sur 6 mois, plus 3,82. Et puis sur 12 mois, ils ont réalisé 12,02%. Voilà. Donc, sur une année, je pense que ça, c'est bon, hein. Ça, c'est un bon rendement pour un fonds commun de placement. Ça veut dire que sur une année, ils ont réalisé plus de 10%, sachant que les rendements des entreprises cotées à la BFM actuellement, c'est autour de 10%. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont payé 10% même d'ailleurs. Donc, ça, c'est un bon rendement en tout cas pour cette année. Maintenant, est-ce que c'est tous les ans ils vont réaliser ça? Est-ce que jusqu'à la fin de l'année, ça sera 12%? Ça, c'est à voir. Mais pour cette année, en tout cas, je trouve que c'est bien. Donc, nous, on va poursuivre. Alors, donc, si vous voulez investir sur les FCP, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu comme la stratégie d'investissement qu'on a essayé d'établir la dernière fois. Vous allez avoir d'abord ce qu'on va appeler un trigger. Donc, un trigger pour vous, ça peut être les performances du FCP. Donc, vous avez eu une publicité du FCP de NCA, vous avez analysé les performances, vous avez vu que c'est bon. Si vous voulez investir dessus, ça, voilà. Donc, vous avez eu une notification ou bien quelqu'un vous en a parlé. Donc, il y a toujours un trigger, il y a toujours un élément déclencheur. Maintenant, après ça, maintenant, vous allez voir l'horizon de placement en prenant en compte la valeur acquise espérée. Maintenant, une fois que vous allez faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter la SGO en question. Donc, dans le cas de NCA, là, si j'avais envie de les contacter, ils ont évidemment leur contact sur leur site web là. J'ai qu'à apprendre et puis bien noter le nom du fonds commun en question que j'avais analysé. Parce que comme vous avez vu, ils ont plusieurs fonds en fait. Donc, ce sera à moi de prendre les informations du fonds et de prendre le nom du fonds commun qui m'intéresse, de les appeler, puis de dire je vais placer mon argent sur ce fonds-là. Et puis, ils vont me donner la procédure à suivre, soit aller déposer l'argent dans leurs locaux, ou bien voilà, ils vont m'indiquer la procédure à suivre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être juste un dernier truc, c'est qu'il faut savoir que les performances des FCP sont répertoriées dans le BOC aussi. Donc, je vais descendre. Normalement, la toute dernière page, c'est une page qui est dédiée au FCP. Voilà. Donc, voici. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est la performance depuis leur création. Voilà, donc il y a des FCP qui ont réalisé 99%. Allez, ça, c'est sur combien de temps? Origine 2012. Donc de 2012 à 2025, ils ont réalisé 99%. Donc, vous voyez, tout comme il y a des FCP qui ont perdu, hein. Non, non, ça c'est précédent. Ça c'est normalement la variation, c'est ça. OK. Donc, voilà, il y en a qui ont réalisé un peu plus. Donc, vous avez ici un récap des performances sur plusieurs années des FCP. Vous regardez la date de référence et puis la variation. En général, voilà, ça FCP, par exemple, a réalisé 888%. Donc, ils ont fait un fois 8 de 2004 à 2025. Bon, ça fait quand même 21 ans, hein. Fois 8 sur 21 ans. Bon, c'est pas mauvais, mais bon, ça prend énormément de temps. Allez. Donc voilà, c'est un peu ça. Comment est-ce que vous pouvez voir la liste des FCP et puis les performances qui ont été réalisées. Ce que je voulais vous montrer avant de terminer. Donc c'est tout. C'est tout pour ce que je voulais vous partager sur les FCP. Si vous avez des questions, je les prends. Euh, Coach, je m'excuse. Les SGO, Oui. les SGO, bon, j'entends d'habitude parler des SGI. Mhm. Je dis que j'ai été informé des SGO. Je ne sais pas si par NCA et puis l'autre dont vous avez parlé tout à l'heure là, s'il y a d'autres SGO. Oui, je vais vous montrer comment les retrouver. Alors, hum, on vient ici là.
et on va se rendre sur le site de l'AMF. Donc, j'écris AMF UMOA. Je clique dessus. Alors, une fois sur le site de l'AMF UMOA, je viens dans la partie professionnelle. Professionnel. Et maintenant, je vais chercher ici, vous voyez, intervenant, intervenant agréé. Maintenant, là, je peux trier en fonction de tous les acteurs que je veux. Je peux trier en fonction des SGI, en fonction des SGO. Donc, moi, pour le cas, ce qui m'intéresse, c'est les sociétés de gestion de patrimoine, non, sociétés de gestion d'OPCVM. Donc, les SGO. Je clique dessus et puis je clique ici sur rechercher. Donc, vous voyez la liste de toutes les SGO. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez les informations. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur leur site web, de voir le fond qu'ils ont créé et puis les performances passées comme on l'a vu là. Donc, voici la liste des SGO. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, plus d'une trentaine, hein, je crois. Voilà, il y a plus d'une trentaine. Puis 30 minutes Coach, de... ouais. qu'est-ce que vous conseillez? Ok, on Donc, a vu les LGI, on a vu les LGO, on a vu Action Côté, on a vu les F. Dans tous ces profils-là, tout cela, c'est lequel nous conseiller si on alors, veut donc rentrer moi, pour le BFM? je Quel vais vous conseil? conseiller un investissement en action avec le profil de position trader. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez partir en investissant sur des actions et puis éventuellement 50% de votre capital en obligation si vous ne voulez pas tout risquer. Donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt conservateur qui n'a pas envie de trop perdre son argent, vous allez choisir des produits de sécurité. Les produits de sécurité, il y a deux catégories. Il y a les FCP et puis, bon, pas seulement deux catégories, mais je vais dire que dans le cas de ce qu'on a vu, il y a deux qui sont principalement accessibles. Vous allez avoir les obligations et puis les FCP. Les obligations, vous allez attendre d'avoir des obligations qui ne vont pas dépasser 7 ans et qui auront des taux de rendement qui sont supérieurs à 7%. Ce sont les meilleures obligations à la BRVM. Donc là, vous allez investir dessus. Maintenant, le reste de votre capital, si ça, je suis en train d'expliquer pour les profils qui veulent sécuriser au maximum. Donc, faites 50% de ça, vous mettez sur les obligations que je viens de décrire ou sur les FCP obligataires qui vont essayer de dépasser 6%. Mais en général, les FCP, ils vont pas atteindre 6%. Je trouve que c'est mieux de choisir soi-même ses obligations et d'investir dessus directement. Et puis d'essayer de capitaliser au fur et à mesure les coupons qui sont reçus. C'est-à-dire, dès que vous recevez les coupons, que ça y est dans la partie liquidité, vous essayez de trouver d'autres obligations ou vous essayez de les réinvestir en actions. Maintenant, côté action, vous allez avec un profil de position trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez investir en essayant de regarder le plus souvent possible que vous pouvez les actualités sur le marché financier. Et vous pouvez aller sur le site de la BRVM. Donc, j'écris BRVM donc brvm.org. Donc, une fois que j'arrive là, je vais venir dans la section annonce émetteur. Voilà, donc annonce émetteur. Vous voyez que sur ce côté, j'ai plusieurs informations que je peux avoir. Ça, c'est convocation d'assemblée générale. En général, ça, c'est pas très intéressant. Projet de résolution. Je regarde toujours, je regarde la date, hein. Projet de résolution, j'ai la date en avril, en avril, en avril, pour voir ce que les entreprises ont décidé par rapport aux dividendes et tout ça. Notation financière, événements sur valeur, communiqué, surtout communiqué. Communiqué, ça donne les informations essentielles sur les entreprises. Donc, pour savoir ce qui se passe sur, donc ça, par exemple, le résultat du 31 décembre, par exemple, 2024. La base de clientèle de est établie à bon, ça, c'est un rapport, par exemple. OK. Ça, c'est le 31 décembre 2024. OK. Donc, ça, c'est des états, ce sont des états financiers, par exemple. Donc, l'idée pour moi, c'est de comprendre, de savoir ce qui est en train de se passer sur le marché financier afin d'éventuellement pouvoir prendre une décision. OK? Donc, voici un peu ce que je peux recommander. Si, il y a des zones d'ombre quelque part, d'autres, je peux éventuellement revenir dessus. J'ai vu quelque part qu'il y avait le trésor qui avait des obligations Mhm. en fonction de la durée, les intérêts variaient. Oui, ça c'est ce qu'on appelle les OAT, les obligations assimilables du Trésor. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? Donc ici, quand j'arrive sur le site de UMOA Titre, vous voyez qu'il y a quoi? Émissions, calendrier des émissions. Donc je clique sur calendrier des émissions. Vous voyez, normalement, il y a un calendrier. Donc, le mois,
j'ai le calendrier des émissions. Maintenant, il me suffit juste de choisir l'obligation qui m'intéresse. Donc, comme je vous l'ai dit, le marché des titres publics, c'est un marché en fait sur lequel on va avoir que des obligations souveraines. Donc, c'est des obligations qui sont émises par les États membres de l'UEMOA. Maintenant, l'avantage ici, c'est qu'on peut avoir des obligations sur le court terme. Les obligations de la BFVM vont avoir des durées qui vont en 3 ans même, c'est rare. En général, on sera sur 7 ans, 10 ans, etc. Mais ici, vous pouvez avoir des obligations qui sont sur le court terme, donc moins de 5 ans. La particularité de ce marché-là, c'est qu'on va fonctionner à travers ce qu'on appelle l'adjudication. Alors, l'adjudication, c'est quoi? L'adjudication, c'est de dire qu'on va procéder par, allez, comment on va appeler ça, un système d'enchères. Voilà. Donc, on va procéder par un système d'enchères. Ça veut dire que si vous voulez acheter une obligation, vous allez indiquer le nombre que vous voulez et puis le pourcentage auquel vous voulez emprunter. Donc, regardez ici, par exemple, vous voyez que sur le BAT, BAT, ça veut dire bon assimilable du trésor. Donc, ce que vous êtes en train d'évoquer éventuellement. OAT, ça veut dire ça veut dire obligation assimilable du trésor. BAT, c'est sur moins d'un an. Et puis, OAT, c'est au-delà d'un an. Voilà, donc c'est la différence. BAT, c'est vraiment sur le très court terme, quoi. Maintenant, les BAT, en général, on ne va pas donner de pourcentage. Donc, vous, investisseurs, quand vous allez remplir, vous allez dire, je veux donner 1 million et sur les 1 million, je suis prêt à prendre un taux de 10% ou bien de 5%. En général, on ne va pas être à 10%. C'est des taux de 2%, 1%, 1,5%, 3% par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis maintenant, l'État va ordonner les souscriptions en allant des taux les plus bas jusqu'aux taux les plus élevés. Maintenant, une fois que c'est bon, on va prendre l'obligation. Alors, il y a plusieurs modalités. L'État peut décider d'emprunter à ce qu'on appelle le taux marginal. Donc, le taux marginal, ça sera le taux le plus élevé. Donc, s'il décide d'emprunter au taux marginal, c'est-à-dire quand il finit d'aligner en allant du plus petit taux au taux le plus élevé, le niveau auquel il arrive et puis il arrive à atteindre le montant qu'il souhaite emprunter là, il arrête là et puis il prend le taux le plus élevé qui correspond là et puis il applique le taux là pour tout le monde. Ça, c'est ce qui arrive lorsque on emprunte au taux marginal. Mais en général, sur le MTP, on ne va pas faire ça, hein. On va donner à chacun le taux qu'il a demandé. Le taux qu'il a demandé jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum pour atteindre en fait le montant des emprunts obligataires que l'État a souhaité. Donc, c'est un peu la différence avec les obligations classiques de la BFM où là, on a un mode de remboursement, un taux fixe et puis on évolue avec. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut avoir ce qu'on appelle la coupe des taux, etc. Maintenant, ça, c'est pour les BAT, c'est pour les obligations du court terme qui sont sur moins d'un an. Une fois qu'on dépasse un an, par exemple, ici, c'est sur 3 ans. Vous voyez, c'est sur 3 ans. On a un taux de 5,7%. Donc, investir sur une obligation qui peut me rapporter 5,7% par an sur 3 ans, vous voyez que c'est mieux, par exemple, que. Et puis en plus, c'est une obligation que les intérêts sont précomptés. C'est-à-dire qu'une fois que je prends, je vous donne en même temps les intérêts. Je fais le calcul suivant mon mode de remboursement, je vous donne les intérêts. Et puis, vous pouvez aller placer les intérêts pendant que moi, je suis en train d'utiliser votre capital. Donc, ça peut être aussi intéressant. Allez, 36 mois, voici l'échéance. Bon, l'échéance est passée, hein. Le taux d'intérêt, c'était 5,7%. Valeur nominale 10 000. Puis le remboursement des obligations sera le premier jour du mois suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux d'intérêt de 5,7 l'an par an dès la première année. Bon, ça, c'est pas précompté, hein. C'est les BAT qui sont précomptés, mais ça, c'est pas. On dit dès la première année. Et maintenant, si vous voulez investir, vous allez répertorier les caractéristiques de l'émission. Vous faites un mail à votre SGI avec ces caractéristiques-là. Vous dites que c'est sur le marché des titres publics avec telle émission de tel trésor public et que vous voulez investir là-dessus. Votre gestionnaire va vous répondre avec les éléments qu'il faut, le bulletin de souscription, etc., etc. Mais il faut être dans les délais. Vous voyez qu'il y a un délai de souscription, hein. Vous voyez, mardi 29, mardi 29. Voilà. Donc, il y a un délai, il faut respecter les délais. Bon, voilà, moi, j'ai plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir participé. Oui, j'ai été très content de vous avoir aussi dans ce programme. Donc, on espère qu'on va aventure